Bonjour YouTube, bonjour la VOD. Alors, on est en train de débugger la connexion entre le conteneur Vagrant et le conteneur LibVirt-D. Est-ce que ça va marcher? Eh ben, on va voir ça. Alors, c'est long, hein, ces conteneurs à télécharger, démarrer, tout ça. Quand même. Alors. Donc le docker ps-a, il donne ça. Donc on est bien dans le dossier compose qui fait le préfixe. Et c'est libvirt-d.copaint.test. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul réplica, donc c'est le suffixe. Donc le nom de domaine, c'est cette partie-là, libvirt-d.copaint.test. Et ça lit bien sur 5900, 16509 et 16514. C'est bien l'init de systemd. Donc, c'est pas ça. Donc je vais installer netstat et on va voir. Allez, j'installe netstat. Non, c'est pas le bon, c'est pas Vagrant que je build, c'est libvirt. Donc après ça, après que ça sera débugué, mis en forme jolie et tout ça, donc ça va durer jusqu'à Noël, hein, parce que lundi, mardi, on est encore dessus. Mais après, il y a une phase de débugage de Gitty, de concours CI, parce qu'il y a une petite instabilité sur concours CI, et Gitty, ils ont fait une mise à jour qui a brisé un certain nombre des tests de comportement que j'avais sur le projet. Et ensuite, c'est GoArbor. GoArbor, c'est un gestionnaire de conteneurs. Un concurrent de Docker Hub. Et après GoArbor, eh bien, c'est des collections en cible à tout va, posées sur des VM, c'est pour ça que j'ai besoin de ça, pour orchestrer sur plusieurs serveurs, Gitty, Concours CI, GoArbor, et les lier entre eux. HashiCorp Vault, et les lier entre eux.
Attends, je vais faire un tweet pour voir s'il y a des gens intéressés par ce qu'on fait. Tu es en live sur YouTube? Non, là je suis que sur Twitch. Pour YouTube, il faudrait multicast. Et j'ai pas de serveur multicast encore. Et pour l'instant, j'envisage pas trop parce que, par exemple, Twitch, Facebook, Live et autres, ils ont tous des conditions d'utilisation qui limitent ce genre de possibilités. Et si je veux, par exemple, grimper un peu dans le monde Twitch, eh bien, je devrais me plier un peu plus de contraintes. Et, par exemple, l'exclusivité de stream en fait partie. C'est-à-dire que Twitch n'accepte pas qu'on stream sur plusieurs plateformes en même temps. Donc bon, je n'ai pas le service et contractuellement, ça sera peut-être compliqué. Donc, pour l'instant. Eh ben oui, c'est... Ah oui. Mais attends, j'essaye Je voudrais gagner ma vie avec, quoi, que ça se développe, ouais. Je passe quand même beaucoup de temps dans la semaine, c'est pas... Il y a une idée comme ça derrière, bien sûr. Alors... Donc ça, pour l'instant, on va pas tester. Un truc que je comprends pas avec ton Docker, on dirait qu'à chaque fois tu retélécharges une image. C'est... Oui, oui. Oui, oui. Non, je télécharge pas. C'est pas mon From.
Attends, je vais essayer de t'expliquer la structure. Alors, je vais faire un beau schéma. Donc, je vais reprendre celui-là. Je vais enlever les infos là. Parce que je l'ai en plusieurs exemplaires, celui-là. Donc, l'idée, comment je fais en local? Parce que là, je suis dans VS Codium. Donc, avec VS Codium, j'utilise le run de VS Codium. Donc la commande qui permet de run pour faire tourner un Docker Compose de test d'environnement. Environnement de test. Et celui-là, je vais le grossir énormément pour que tu vois ce qu'il y a dedans. Dans ce Docker Compose d'environnement de test, il y a mes outils de test, forcément. Donc ça peut être Cucumber, ça peut être Bats, ça peut être Inspec. Bats, bref. Et il y a un autre Docker Compose qui est le système à tester. Docker Compose. Donc on est dans du DIND. Tu vois? C'est-à-dire qu'on a du Docker dans du Docker. Mais d'avoir ce Docker Compose global là, ça permet de ne pas salir mon ordi. Parce que c'est posé directement sur mon ordi, c'est pas dans une VM. Parce que comme ça, je gagne en perf. Et de le mettre dans du conteneur, ça permet de ne pas salir mon ordi. Je gagne en flexibilité aussi parce que j'ai toutes les commandes de VS Codium qui fonctionnent. Mais je bousille pas mon ordi. Eh bah ouais, bah attends, on fait sa pub. Comment vas-tu? Il faut bien vivre, hein. Bon. J'avoue, j'ai regardé en diagonale ta trouvaille du vendredi de ce matin. T'es revenu sur le bug Google, la faille, la panne de Google. Donc Tebiche, Christophe Chaudier, qui fait du DevOps aussi, qui a un site, un blog, qui fait des vidéos et qui fait un podcast de DevOps. Voilà. L'alternative à Let's Encrypt, ça m'intéresse. Ben, je vais regarder à nouveau. Parce que effectivement, Let's Encrypt, c'est quand même un single point of failure assez important. Tu veux dire que tu fais tous tes tests dans des commissionnements Docker dans un Docker? Oui. C'est pour ça que je retélécharge un conteneur à chaque fois. C'est pour pouvoir avoir un environnement vierge à chaque fois. Parce que le technique, ça serait de faire en VM avec un Vagrant Up. Justement, c'est ce qu'on essaye de faire dans du conteneur. Oui, c'est pas mal qu'il y ait des alternatives à Let's Encrypt. Parce que ça permettra de décentraliser le marché. Et c'est plutôt bien. Parce que Let's Encrypt était quand même hégémonique maintenant. Bats, eh oui. Bats, Inspec et Cucumber. Donc allez, je relance.
Bon, alors c'est un stream tranquille, hein. Je te ping histoire de voir que j'existe. Et c'est du stream tranquille. C'est du développement direct. Sans pause, sans... Donc avec les balbutiements, les errements, etc. Pourquoi je dis que Let's Encrypt est single point of failure? Alors c'est arrivé une fois ou deux. Nous on a du Let's Encrypt chez nous. Et on a eu une fois ou deux où le... Ah, comment ça s'appelle le gestionnaire qui liste les points... Ah, j'ai un trou. Non, pas Certbot. Tu sais, celui que les navigateurs pingent en permanence pour voir si le certificat est révoqué ou pas. Bon, j'ai un trou, là. J'ai un trou. Bien, il est tombé une ou deux fois. En 2019, et je crois une fois en 2020. Eh bien, ça faisait, je sais pas combien de millions de sites dans le monde qui étaient en vrac. Et donc, c'est hyper centralisé. Il y a des millions de sites dans le monde qui en dépendent. Et donc, si Let's Encrypt tombe un peu, eh ben, ça fout plein de monde dans le... Ah zut, je discute, mais j'ai fermé la fenêtre, j'aurais pas dû. Alors tu pestes sur OVH Cloud et OVH Support à cause de leur API qui change les idées de zone DNSL et qui fait planter Terraform. Super. Tu veux dire l'élément du navigateur qui fait le test de vérification d'autorité de son certificat? Non, c'est... Ah, le CRL, voilà. Certificate Revocation List. Donc il y a un point d'accès au CRL en permanence que ton navigateur ping. Qui a été de temps en temps inaccessible. Et donc quand le navigateur, suivant comment tu as paramétré ton navigateur, ou d'autres systèmes, hein, c'est pas forcément le navigateur, ton navigateur est mis en stand-by. S'il n'arrive pas à accéder, il se dit il y a un doute, il y a un problème, et il empêche l'accès. Et donc ça, c'est arrivé une ou deux fois. Ah ben, ça fait mal, hein. Ben aucun souci, Christophe. C'est le cas de Tebiche. Tout le monde fait ça, hein, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça s'arrête tout de suite? Après avoir load. Il aime pas mon netstat? Bah, alors, attendez. On va l'enlever. Et on va voir les tests suivants. En quoi d'autres autorités certifiées vont empêcher un single point of failure avec Let's Encrypt? En fait, ça va pas empêcher un single point of failure avec Let's Encrypt, mais ça va proposer du choix. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs acteurs sur le marché vers lesquels se tourner. Et donc, ça ne sera pas des millions de sites qui tomberont d'un coup dès que Let's Encrypt a un problème. Ça sera des centaines de milliers qui tomberont si un des fournisseurs a un problème. Mais c'est... Donc c'est un single point of failure, pas du point de vue de l'acteur, mais du point de vue de l'Internet en entier, globalement. Mais bon, ça aurait pu être réglé si on avait mis un Internet of Trust correct, si on avait réussi à construire un Internet of Trust correct, basé sur le même principe que GPG, au lieu de faire un truc hiérarchique pour TLS. Parce que... Exactement, c'est aussi ce qui se passe avec Google Cloud Platform, AWS et Azure. Quand ils ont des problèmes, un grand pan du net est impacté. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait,
Internet, c'est une structure décentralisée, mais avec des acteurs centralisés. Donc, au final... Alors... Donc, grep libvirt, et on voit bien qu'il n'a pas le flag listen. C'est ça le problème. C'est que, je ne sais pas pourquoi, c'est de ça dont on parle. OCSP, oui, c'est ça. C'est ça. OCSP stapling, c'est ça. Donc, on voit que libvirt, il n'a pas le listener. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas pris en compte... Ça veut dire que l'étape dans mon Ansible qui ajoute le listener, elle fonctionne pas. Alors, on va regarder déjà le contenu. Dans mon Ansible, tu mets ton conteneur en écoute. Non, l'Ansible, c'est pour construire le conteneur. Au lieu d'utiliser Dockerfile, j'utilise Ansible parce que ça permet des structures de code et des configurations beaucoup plus modulaires qu'un Dockerfile. Et donc, en fait... le conteneur de base, tu parles peut-être. Oui, le conteneur de base, il est en écoute. Parce qu'il faut qu'il tourne pour pouvoir faire les commandes dessus. Celui-là, ouais, tu vois. Sleep Infinity. Ça, c'est le calque de base que je fais dormir indéfiniment. J'effectue mes commandes Ansible dedans pour le provisionner, pour le construire. Et à la fin, je commit le conteneur résultant et j'écrabouille les artefacts en dehors de ça. Et ça permet des structures beaucoup plus modulaires et une réutilisabilité. Que Dockerfile ne permet pas, ou du moins pas facilement. Alors, ce que je veux voir, c'est le contenu de ce fichier. Ah. Voilà. Taper à côté. Oui, mais justement, est-ce que tu fais le truc genre dans le Dockerfile, on fait port 8080 70/TCP. Dans le Dockerfile, on fait, c'est-à-dire on définit les ports dans le Dockerfile, c'est ça que tu veux dire? Avec un playbook, on les définit. Oui, pour l'écoute d'un conteneur. On les expose dans le Dockerfile. Alors on les expose ici. Oui, l'exposition, on l'a fait ici. Donc c'est paramètres de conteneur, et en fait, c'est une commande docker commit, et bientôt j'espère builda commit, dont on pourra faire la transition vers Podman builda. Docker commit et -c expose. Voilà. On expose les ports comme ça.
Alors. Je crois que tu peux aussi faire docker port test xxx/tcp. Ouais. Pour justement tester l'écoute. Ouais. Mais là, je sais l'erreur. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le processus libvirt-d, pour qu'il puisse communiquer avec l'extérieur, il faut qu'il ait un flag listener. Et il n'y est pas. Tu vois, le flag, l'option listen, pas listener, listen. Et je sais pas pourquoi elle n'y est pas. Ah mais c'est parce qu'il y a plusieurs syntaxes. Il y en a une en libvirt-d args et une autre en libvirt-d options. Oh, oh. C'est bien, il donne pour rel Fedora CentOS et pour Gentoo. Moi je suis en Ubuntu. Yes. Debian Ubuntu, on fait comment? Planétarium du Vaux-en-Velin? D'accord. C'est peut-être ça. Est-ce que c'est args ou est-ce que c'est opt sur Ubuntu? C'est la question de ce soir. Ça a l'air d'être args hein, quand même. Bon. Le fichier existe bien avec dedans listen. Mais pourtant on n'a pas le flag listen. Donc ça veut dire qu'il ne le prend pas en compte. Mais pourquoi? Quel autre chemin qu'il nous propose? etc confd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a un libvirt-d? Mais le expose du Dockerfile ne s'y fait pas à lui-même. Je pense que la commande de run doit aussi être faite avec P. Dans un Docker Compose, il n'y a pas besoin de run avec P. Dans un Docker Run tout court, là en fait, ce que je fais là, le Docker Run, il est trompeur parce qu'il est temporaire. Et juste pour pouvoir accéder au contenu du conteneur, et voir où sont les fichiers de configuration, s'ils ont les bons paramètres et tout ça.
Dans Docker Compose, non. Docker Compose, pour lier les ports entre eux, il faut créer un réseau. C'est ça, Networks. J'ai créé un réseau que j'ai nommé Vagrant Network, qui a pour driver Bridge, c'est-à-dire passer par le host. Et ça relie les deux conteneurs entre eux. Et donc, ils peuvent communiquer entre eux par leur nom de domaine. Enfin, leur nom de conteneur, là. Donc, /etc/confd, ça n'existe pas. Donc, c'est bien spécifique à Gentoo. Et donc, il faut voir pourquoi ça ne prend pas en compte dans l'IVMD. Bonjour à tous, ici on fait du DevOps. Alors pour vous mettre au jus, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de mettre libvirt en conteneur, de le faire tourner dans son conteneur, d'avoir Vagrant dans un autre conteneur et de faire communiquer les deux pour qu'on puisse créer des fichiers Vagrant file, qui provisionnent des VM avec libvirt. Voilà. Donc le conteneur Vagrant fonctionne nickel. On a dû pour cela compiler la gem Vagrant et pas se servir du paquet officiel. Et compiler la gem Vagrant libvirt. Et tout ça, ça marche. Et là, on est en train de voir pourquoi le conteneur libvirt qui marche bien ne communique pas avec l'extérieur. Et le problème, c'est qu'il ne veut pas activer un petit drapeau, un petit flag, une petite option qui est l'argument listen. Et une fois que ça sera résolu, on aura un conteneur qui communique avec l'extérieur. Alors, ce que je vais faire, déjà, c'est voir le contenu de ce fichier quand je le modifie pas, pardon. Donc, je vais reconstruire le conteneur en enlevant cette étape. libvirt. Mais Christophe, pour revenir sur les alternatives à Let's Encrypt, est-ce qu'elles sont, du point de vue de leur API, compatibles avec Acme et les outils qu'on installe pour manier Let's Encrypt? Ou est-ce qu'il faut une toute nouvelle palette d'outils à chaque fois? Bon, au pire, je regarderai ta vidéo. C'est annoncé comme compatible Acme. Ok. Bah super. Oui, il faut regarder la trouvaille du vendredi. Ouais. Et il faut regarder mes replays.
Allez, Ubuntu, accélère. Il y a des gens qui regardent. Donc ça, c'est un magnifique schéma qui va finir sur Instagram, hein. Alors. Donc voilà, Tebiche, en fait, tout ce paquet là, c'est que là, cette partie, c'est le nettoyage de l'environnement précédent. Et là, c'est donc tout ça. Et là, c'est la mise en place de l'environnement actuel. C'est pour avoir des environnements propres à chaque fois. Et c'est dans ces environnements, donc dans ce gros rond-là, que je vais faire mes tests et déployer mon service à tester. Alors, il n'y a pas de fichier etc sysconfig libvirt-d. C'est chelou. Il me manque peut-être un paquet. Regardez dans Ubuntu Package ce que ça me propose. Libvirt tout court, pardon. Alors, Clients, Daemon, Driver QEMU. Driver QEMU, je ne sais pas si on l'a installé, s'il est installé par défaut. Qu'est-ce que j'ai d'installé? J'ai Libvirt Daemon System, Libvirt Clients, Bridge Utils, QEMU KVM, Systemd forcément, et virt install. Bizarre quand même comme bug. Ouais, il n'y a pas etc sysconfig. Tu provisionnes en localhost tes conteneurs, tu nettoies le code Ansible après, tu as un lien vers un blog post qui explique la méthode parce que Ansible Conteneur est déprécié depuis longtemps. Ansible Conteneur, c'est quoi que tu appelles Ansible Conteneur? Ansible Bender?
Parce qu'en cible Bender, c'est pas ça que j'utilise. Ou en cible-conteneur. Attends. C'est un vieux projet qui n'existe plus. Ouais, non, j'ai pas utilisé ça. J'ai pensé un temps utiliser Ansible Bender qui n'est plus actif non plus. Et donc en fait, là, ce que je fais, c'est des playbooks avec 3-4 commandes qui... Alors, Ansible Bender, c'est celui-là. Donc Ansible Bender, il est basé sur Builda et Podman. J'envisage peut-être un jour... Ah, il est encore un peu maintenu, 16 septembre. J'envisage un jour peut-être de passer dessus. Il se maintient. Mais pour l'instant, je peux pas parce que mon CI actuel, c'est GitLab. Et GitLab, c'est Docker, hein, c'est pas Podman. Hein. Podman avec GitLab, ça parle pas bien. Et donc... Salut Alpha officiel. Et donc, Ansible Bender, pour l'instant, c'est pas possible. Et donc, ce que je fais, c'est dans mon playbook, avec des commandes, j'appelle un conteneur de base, qui est fait avec ce Dockerfile, en fait. Et ensuite, dans ce conteneur de base, j'installe un environnement Python. Je déroule mes rôles et mes collections. Et à la fin, je nettoie l'environnement Python. GitLab CI, ouais. Mais tu sais que moi, je vais passer sur Concours CI. Et j'ai déjà développé l'ensemble des conteneurs pour faire tourner un concours CI correct. Si tu ne connais pas Concours CI, c'est ça. Ça va, Alpha officiel? Tu vois, Concours CI, c'est beaucoup plus agnostique que GitLab CI, qui est quand même orienté GitLab, quoi, GitLab CI. C'est-à-dire que tu dois prendre les deux ensemble. Mais je vais pas dire trop de mal de GitLab, parce que je sais qu'il y a Frogit. Alors, je dis pas de mal de GitLab. Disons que pour moi, GitLab, c'est pas l'outil rêvé pour moi, quoi. Bon, je diverge. Allez, revenons à notre boulot. Pourquoi il n'y a pas etc sysconfig libvirt-d? C'était ça la question. Mais de rien, écoute, ouais. Et peut-être que dans quelques mois, il y aura une forge logicielle basée sur Gitty et Concours. Alors. Où est-ce qu'on peut mettre ce flag s'il veut pas créer ce fichier-là? Parce que je veux pas le mettre en dur sur l'unit systemd. Plein de forces françaises. Alors moi, c'est suisse. Mais ouais.
Vous avez pas remarqué les 70 et 90? Bon, on est fréquentable là, quand même, hein. Alors, au passage, il y a un Discord en lien, si ça vous intéresse. Pour l'instant, c'est une toute petite communauté, hein. 4 personnes pour le moment. C'est un début. Alors, oui, bon, celui-là, on savait qu'il ne le trouvait pas, donc c'était pas la peine de m'embêter. C'est terrible, hein, tout ça juste pour un flag. Alors, il y a bien des choses là. Le libvirt.conf, c'est celui qu'on a mis. Et le libvirt.conf, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça me donne l'idée qu'il faudrait peut-être que je regarde le dossier etc6config pour voir s'il n'y a pas un fichier libvirt tout court et pas un fichier libvirt-d. Sait-on jamais que pour une raison bizarre, ça a été renommé. On va voir.
Il n'y a même pas de dossier etc6config. C'est bizarre. Alors, attends. On va reprendre les exemples de conteneurs. Pour voir s'ils ont un problème similaire. Non, ils l'ont, eux. Alors, chez Ubuntu, ça se mettrait ailleurs. Bon, je vais vider quelques onglets. etc init levirtbin.conf. Au pire, on fera ça. Mais est-ce qu'il y a plus propre que ça? Ah, c'est ça. C'est qu'effectivement, sur Ubuntu, ça n'existe pas ce fichier. On est obligé de passer par la commande exec qui est là-dedans. Ok. Eh ben, c'est bon à savoir. Donc, ça sert à rien, ça. On va faire un cat. Eh bien écoutez, YouTube et la VOD, on va voir ça dans l'épisode suivant. Est-ce que c'est bien dans ce fichier qu'on peut mettre le flag qui autorise libvirt à communiquer avec l'extérieur? A tout de suite!